Lorsque j'ai proposé cette communication en octobre dernier, Régine Robin était encore parmi nous et comme toujours, encore au travail, puisqu'elle venait de publier un essai consacré à l'œuvre de Patrick Modiano et préparer un livre d'entretien avec Stéphane Lépine pour des rapports entre écriture et histoire, qui fut l'une des grandes lignes de force de son travail. Le titre du premier, c'est L'ombre qu'on a oublié d'éteindre, comme celui qu'elle prévoyait de donner au second, Les ombres de la mémoire, résonne de manière singulière à l'heure de sa disparition et au moment d'aborder ce thème de l'oubli qui nous intéresse et nous réunit aujourd'hui. Ces lampes et ces ombres, ce sont d'abord celles de Rivka Azarstein, née à Paris en 1939, dont les changements de noms successifs disent à la fois la vie mouvementée et l'identité fragmentée. Mais ce sont aussi et surtout celles de l'histoire, avec sa grande H, pour reprendre cette formule de Pérec qu'elle aimait bien, et que croise son roman familial. Ses ascendances yiddish et l'extermination des Juifs d'Europe, mais aussi son engagement communiste et la chute du bloc soviétique. C'est que chez Régine Robin, mémoire individuelle et mémoire collective vont toujours de pair. Sous la forme d'essais, d'autofiction et le plus souvent de forme pirate, qui participent d'un brouillage des genres et des disciplines, Régine Robin a poursuivi une même quête, écrire une histoire tout contre l'oubli aux deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois en le combattant farouchement et en s'en tenant au plus près, afin d'en considérer la force dans la construction du passé et sa restitution visuelle ou scripturaire. En lisant dans l'appel à communication l'invitation à considérer, je cite, l'oubli comme complément de la mémoire et non son contraire, j'ai immédiatement songé aux écrits de Régine Robin, que Bernabé Wesley ait ouvert le colloque en l'évoquant, ou que Patrick Morus et Jean-François Chassé nous racontent leurs anecdotes, ne me surprend donc pas trop. En espérant donc que celles et ceux qui la connaissaient auront plaisir à la retrouver un peu, et d'autres peut-être à la découvrir, même si 15 minutes ne pourront pas rendre compte de la complexité d'une œuvre si dense, ni de son rapport à l'oubli. C'est pourquoi j'ai choisi de resserrer le propos sur son rapport à Berlin, et à la mémoire de l'Allemagne du XXe siècle, autour de 4 ouvrages principalement. Berlin Chantier, une série d'échappées documentaires paris en 2001, Suture Berlin 2000-2003, commentaire erratique des photographies de Serge Clément, Berlin l'effacement des traces, 89-2009, un catalogue d'une exposition qu'elle avait contribué à coordonner, et un roman d'Allemagne, récit hybride et largement autobiographique paru en 2016. Dans un petit texte intitulé Oublieuse mémoire, Jean-Bertrand Pontalis rappelle un vers de Jules Supervielle, Pâle soleil d'oubli, lune de la mémoire, dans lequel il préfère voir une alliance plutôt qu'une opposition, pointant notamment que, je cite, l'homme neuronal, l'homme machinal ignore l'affect, car il n'oublie rien. Mémoire morte, présent écrasé, écrit-il. Comme lui, Régine Robin est habitée par cette volonté de penser les deux termes ensemble. Et si opposition il y a, c'est davantage sur un plan axiologique entre une bonne et une mauvaise mémoire, entre un oubli destructeur et un oubli fécond. À la suite de Gérard Wageman, elle renvoie ainsi dos à dos deux excès. Celui d'un trop peu, oubli absolu ou mémoire blanche, synonyme d'oblitération du passé, et celui d'un trop plein, qu'il décrit comme une mémoire intégrale, sans perte ou sans défaut, qu'il n'oublie pas. C'est ce qu'elle appelle elle-même mémoire saturée, à laquelle elle consacre un essai. Mémoire saturée qu'elle envisage comme une figure de l'oubli. Dans son œuvre, le XXe siècle allemand semble cristalliser ces excès de la mémoire et de l'oubli, et ce aussi bien sur le plan biographique qu'historique. Du point de vue du roman familial, d'abord, il y a le traumatisme de l'extermination des Juifs d'Europe et l'oubli de la langue qui en découle. Sa famille ayant perdu 51 membres au cours de la déportation et de l'extermination des Juifs d'Europe, un interdit fut jeté sur la langue des bourreaux, dit-elle, la langue d'Auschwitz. Et si cette dernière le comprend et le lit, elle ne le parle pas. Je cite. Je vis toujours avec une fêlure, une blessure, une béance qui a pour nom l'Allemagne. Je sais que je n'en aurai jamais fini avec l'Allemagne et que l'Allemagne n'en aura jamais fini avec moi. C'est dans un roman d'Allemagne. Du point de vue du roman national, ensuite, auquel s'entremêle évidemment le premier, se pose non seulement cette question de la maîtrise du passé, cette acceptation du passé politique qu'évoquait hier Claudia Cerullo dans son intervention, et auquel le pays est confronté, non seulement à l'égard du régime nazi, mais aussi depuis 1989 à l'égard de la RDA. Sur ces deux périodes, l'historienne pointe à la fois les travers du devoir de mémoire, de l'obsession mémorielle, ce sont ces termes, qui remplissent, répètent et saturent, comme ceux de la démémoire, et le terme est encore d'elle, qui oublie, lessive, efface, ne veut laisser aucune trace. J'aimerais vous lire à cet égard le deuxième extrait de cette diapositive qui fait écho, il me semble, particulièrement aux préoccupations de ce colloque.
La guerre des mémoires a été totale en ce qui concerne la RDA. Une véritable politique de l'oubli et de l'effacement a été instituée. Une nouvelle damnatio memoriae, dans l'indifférence générale ou avec l'assentiment d'une bonne partie de la population. Comme quoi, les sociétés sont infiniment mieux saisies par ce qu'elles oublient que par ce qu'elles commémorent, car l'oubli, surtout l'oubli volontaire et programmé, en dit plus long sur les sociétés que toutes les commémorations officielles qu'elles organisent. Si l'oubli dit mieux le passé des sociétés, on comprend mieux pourquoi Régine Robin s'intéresse tant au rebut et chemine sous le patronage inquiet de Walter Benjamin, flâneuse et chiffonnière de la postmodernité. Je cite: « Je suis avant tout un flâneur sociologique. Je propose ici des balades aussi bien dans l'histoire que dans l'espace urbain, dans le discours social que dans la littérature. Flânerie mi-théorique, mi-descriptive, déambulation dans mes lectures, mes lieux dans Berlin, mes mémoriaux et musées, dans les stations de ce métro aérien qui est pour moi un lieu de ressourcement et d'inspiration. Je suis une chiffonnière. Je vends du passé froissé, des ruines, des bribes dépareillées de souvenirs. » Ailleurs, elle rappelle, après Gérard Wachman, qu'avoir eu lieu, c'est avoir un lieu. C'est pourquoi ce travail de chiffonnière prend nécessairement la voie d'un parcours d'espace, d'un état des lieux. Ces lieux de l'histoire, ce sont évidemment les archives que consulte et qu'étudie l'historienne, mais ce sont aussi les lieux où sont survenus les événements et qui en portent ou non la trace. Ce sont enfin tous ces lieux de mémoire ou d'oubli, monuments, espaces de commémoration ou reliques en tout genre, qui peuvent ou non coïncider avec les précédents et qui sont tous susceptibles d'être construits, déconstruits ou transformés, autant sur le plan matériel que symbolique. Le programme qu'elle définit dans Suture et qu'elle avait déjà mis en œuvre dans Berlin Chantier dit bien cet intérêt pour ce qui est tapis et pour ce qui reste, pour ce qu'elle nomme ailleurs les poubelles de l'histoire. Je cite: « Saisir une ville par ses plis, ses graffitis, ses aperçus quotidiens, ses secrets, ce qui reste tapis sous les feuilles mortes. Saisir une ville par ses déchets, ses restes, ce qu'on abandonne dans la rue. Poésie de la ruine, des friches, des murs se faisant et se défaisant, de ce qui disparaît et réapparaît subrepticement, de ce qui surnage. » Berlin se prête particulièrement bien à ces plis du temps. Superposition des messages, des temps, des lieux. C'est d'ailleurs sur ce livre hybride que constitue Suture que j'aimerais m'attarder un instant pour saisir cette superposition en la faisant résonner avec d'autres extraits d'œuvres. Et les photographies en noir et blanc que fait Serge Clément de Berlin et le commentaire qu'en livre Régine Robin permettent de faire ressortir, je cite, l'immense collage que la ville constitue encore aujourd'hui. Non seulement, je cite, une ville palimpseste à cause des multiples strates mémorielles qui affleurent, mais une ville de l'effacement, une ville de la persistance de l'oubli, comme elle l'écrit dans le texte du même nom qui présente l'exposition Berlin, l'effacement des traces. Ce qui saisit dans les quelques 70 photographies qui composent le livre, c'est surtout la profusion de flou, notamment pour les portraits, et de surimpression, particulièrement urbaine ou architecturale, qui donne l'impression de cette ville palimpseste, où passé et présent se télescopent, se superposent, et où affleurent de manière explicite ou suggestive ces rebuts du passé que l'on évoquait. Régine Robin reprend au poète Léo Mallet le terme de décollage, pour désigner ce qu'on voit sur les murs d'une ville quand une partie d'une affiche a été arrachée et laisse apparaître la strate précédente. Ces défigurations, ces réflexions sont d'ailleurs les mêmes que subit l'histoire. Comme dans cet album photo acheté au marché Opus, ces marchés de l'oubli, comme les appelle Régine Robin, et dont les photos ont été décollées après 1928 pour dissimuler les croix gammées des membres de la famille, dans l'album photo, je parle. Régine Robin va ainsi traquer les traces d'un passé qui tend à disparaître, à être recouvert et surtout à être maîtrisé, et donc condamné à se figer. Ce que je cherche à traquer, je cite, c'est la mémoire répétition de l'Allemagne, et les lieux où cette répétition est fissurée par de la vraie réminiscence dans l'espace urbain en pleine transformation. C'est la raison pour laquelle Régine Robin est si attentive à toutes les formes de fissures, de sutures ou d'interstices, incarnation d'un entre-deux, entre deux temps, entre deux lieux, entre deux de la mémoire et de l'oubli, que son œuvre n'a cessé d'explorer. C'est aussi la raison pour laquelle elle pratique abondamment l'anachronisme. De la même manière que les décollages font se télescoper les époques, Régine Robin visite Berlin avec un guide des années 20 ou un guide de la RDA des années 80. Plus encore que les traces ténues de la présence du passé, les balles sur les façades de Berlin-Est par exemple, c'est leur absence, celle de la statue de Lénine sur la nouvelle place des Nations Unies, et plus encore leur présence-absence, dont l'œuvre de Régine Robin tente de rendre compte, comme celle du mur, qu'elle compare à une cicatrice mal refermée. C'est cette même présence-absence
qu'évoque la philosophe Gwenaëlle Aubry dans un petit texte consacré à Austerlitz de Sebald et que j'aimerais vous lire. Plutôt une infiltration lente, tenace, souterraine, du passé dans le présent qui finit par les fondre tous deux en une unique présence-absence. Toute ville cache une nécropole, tout monument un mausolée. À mesure que l'on avance, on entre dans une sorte de lieu intermédiaire, un index, où l'on n'est ni vivant ni néant, mais soi-même absence en quête de présence, fantôme, ou présence en quête d'absence, mélancolique. Car ce qui pointe dans les photos de Serge Clément et les commentaires de Régine Robin, c'est aussi et surtout l'omniprésence d'ombres, de figures fantomatiques qui ne cessent de faire retour et de venir hanter le présent. Ce qui frappe en effet dans les déambulations urbaines de Régine Robin, c'est l'omniprésence des fantômes, des figures de revenants qui viennent mettre à mal la frontière entre passé et présent, un peu comme dans les films que nous présentait tout à l'heure Marion Froger. Pour elle, je cite, Berlin est une ville de brume, aux nuages bas en hiver, une ville propice à la présence de fantômes, de strates mémorielles multiples. Les ombres du passé donnaient à la ville une dimension spectrale, avec ses statues brisées sur les places, ses bouts du mur, ses façades décrépites et lépreuses. On a chassé les ombres. On ne trouve plus de brins de membres dans les fissures des murs, ni de terrains vagues. Berlin se donne des airs de ville normale. Mais les fantômes continuent à rôder et à gémir en silence. J'en ai rencontré plus d'un. Cette écriture de la revenance passe ainsi chez elle non seulement par la fréquentation des lieux de mémoire ou d'oubli, cimetières, musées, monuments ou marchés aux puces, mais aussi et surtout par le surgissement de personnes, d'individus réels ou fictifs, qu'elle rencontre ou qu'elle imagine au gré de ses déambulations et de ses enquêtes, et qui semblent toujours sortir d'une brume épaisse, un peu à la manière des personnages de Patrick Modiano. Or, si l'Allemagne et tout particulièrement Berlin sont par excellence les lieux de la revenance, c'est justement parce qu'elle est la ville du refoulé, d'un passé enfoui qui revient, comme elle l'explique dans la mémoire saturée. Au-delà des usages qui peuvent être faits du passé, celui-ci vient ainsi aussi nous revisiter à notre insu, écrit-elle. Il fait alors grincer les temps et jouer des décalages entre les différents âges dont nous sommes faits. Nombre de fantômes, de doubles, d'objets, de visages, d'emblèmes continuent à nous hanter et à déterminer avec une passion incommensurable nos trajectoires. Ces fantômes, ces doubles meurtriers, faut-il les appréhender en termes de retour du refoulé? Dans le temps qui reste et dans le terme qui pourrait être ceux de Régine Robin, Giorgio Agamben tente de penser ce rapport, individuel et collectif, à ce qu'il appelle la masse de l'oublié, qui nous accompagne comme un golem silencieux. Pour sortir du piège pervers et destructeur du retour du reflet, Agamben, comme Robin, propose de cheminer avec cet oubli, de lui rester fidèle. Le philosophe évoque d'ailleurs une responsabilité historique. Loin d'essayer de rejointer les temps ou de conjurer les fantômes, le travail d'écriture de Régine Robin va tenter de travailler la cassure, de faire parler les fantômes, de s'entretenir avec eux, un peu comme y invitait Jacques Derrida à la fin des Spectres de Marx, et de laisser, pour ainsi dire, le temps hors de ses gonds, de faire, comme le souligne Emmanuel Terré après Derrida, l'éloge de l'ombre. Toute l'œuvre de Régine Robin consiste ainsi à convoquer des fantômes, figures amies, écrivains, artistes, militants et militantes, et à s'entretenir avec eux, à leur redonner voix. Le plus représentatif étant, à cet égard, probablement un roman d'Allemagne, qui constitue un véritable roman spectral. J'aimerais montrer maintenant comment cette pensée de la mémoire et de l'oubli se traduit par une innovation formelle, la recherche d'une esthétique hybride, discontinue et hétérogène. Je dirais que les formes sens, pour reprendre le mot de l'appel à la communication, que l'historienne tente de mettre en place, participent bien d'une littérature lettéenne, où se reconfigure la mémoire collective d'après ses oublis. Je cite la mémoire saturée. Dans mon écriture de fiction, j'ai recours au collage, au montage, à l'assemblage, à tout ce qui peut faire trace des temps déjointés que nous avons vécus, à tout ce qui permet de faire grincer les temporalités. Je parle d'un passé en mal de signification, d'une histoire qui a perdu son ombre et ne peut plus rien dire. Ni roman, ni grand récit, j'écris sur fond de cassure et collecte des bribes, des éclats, des fragments et des traces. Redonner de l'épaisseur au passé, faire ressortir les ombres, relire et recadrer sans cesse les récits établis pour les déranger, un peu comme Yervan Ganican et Angela Riccilucci se servaient de leur caméra analytique pour déconstruire les archives coloniales, comme il nous l'a expliqué hier. La pratique constante de l'anachronisme qui met à mal la ligne de démarcation entre passé et présent, elle dit toujours qu'elle est de, je cite, toutes les générations,
Régine Robin adosse des pratiques de collage, de montage et d'hybridation de l'écriture de l'histoire, qui creusent la frontière entre fait et fiction, entre passé collectif et passé individuel, mais aussi entre vie vécue et vie potentielle, ces vies que Robin s'est tant plu à rêver. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le préambule de Berlin Chantier s'intitule Un rêve d'Allemagne, ni si toute son écriture de fiction fourmille de rencontres oniriques. Pour elle, la ville, comme la langue, piège des souvenirs et des songes, je cite, auxquels elle va donner une pleine place. Ces textes mosaïques et cette esthétique métisse le mot d'elle, qu'elle appelle de ses voeux, est enfin et surtout un moyen de lutter contre les clôtures identitaires que recoupent presque toujours les clôtures mémorielles, et que celles qui se considéraient aussi françaises que québécoises, yiddish, juives allemandes ou aussi imaginaires, pour reprendre le titre d'un chapitre d'un roman d'Allemagne, a passé toute sa vie à pourfendre. Son travail de remémoration, le mot est d'elle, vient au besoin combler les vides ou réintroduire des blancs, réparer des oublis et réintroduire en même temps du discontinu dans cette fabrique du continu qu'est l'histoire des vainqueurs, pour reprendre les mots de Benjamin, et de prendre avec lui l'histoire à rebrousse-poil, de réactiver pour l'avenir le principe espérance. En guise de conclusion, j'aimerais simplement lire un petit extrait, ou plutôt la fin de l'extrait parce que le temps file, d'un texte de Maurice Hollander consacré à l'archive, qui s'intitule Matériaux du rêve et qui me semble offrir un écho assez saisissant à la manière dont Régine Robin pensait l'oubli. Maurice Hollander, il fait l'éloge d'une mémoire, je cite, n'éludant plus ses poches d'oubli, pour faire à l'écart de tout devoir de mémoire, l'éloge d'une forme d'oubli, de cet oubli qui survient quand la mémoire a fait son œuvre, quand les archives ont consigné ce qui peut l'être, alors l'oubli devient possible. Un oubli qui est le contraire de l'amnésie, un oubli nourri de mémoire, un oubli paradoxal, toujours en veille. Toujours en veille, comme l'aura toujours été Régine Robin et comme le sera toujours pour nous, après elle, son œuvre. Merci pour votre écoute.